Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, que vous suivez nos cours comme il faut dans cette période du confinement. Aujourd'hui, je vous propose une activité de lecture langue intégrée. Alors, dans cette activité, j'ai essayé d'intégrer aussi la langue. Cette activité rentre dans le cadre du module 3, étudier une tragédie moderne, Antigone de Jean Anouilh. Le support sur lequel nous allons travailler, c'est la scène Antigone et la nourrice. En fait, la scène s'étale sur cette page, de la page 13 à la page 20. Donc voici les compétences que vise cette activité. Tout d'abord, identifier le quiproquo, un procédé comique dans une tragédie. Donc chose qui semble un peu bizarre. Le comique dans la tragédie. Découvrir ces touches modernes que Jean Anouilh a apportées à sa pièce dans le dessin, de la moderniser. Alors, tout d'abord, on a vu le quiproquo, qui est quand même du comique dans la tragédie, chose qui s'avère un peu, on va dire, entre guillemets, bizarre, euh, inhabituel. Voilà. Et encore d'autres choses inhabituelles, comme les anachronismes et le langage familier dans une tragédie. Mais on l'avait dit, si vous vous en souvenez, dans les séances augurales, on avait dit que on est devant une tragédie moderne. Jean Hanoï a quand même introduit, il l'a quand même modifié, il a introduit pas mal de choses pour la moderniser. Donc voilà pourquoi on avait dit que Anouilh se démarque nettement de son inspirateur Sophocle, identifier les tonalités qui prédominent dans cette scène et finalement les figures de style et comprendre leur effet. Identification du passage. Alors, il s'agit de la scène Antigone la nourrice, extraite de l'œuvre Antigone. Antigone qui est une tragédie moderne de Jean Anouilh. Jean Anouilh est un dramaturge français. La tragédie Antigone a été écrite en 1942 et représentée pour la première fois en 1944 au théâtre de l'Atelier à Paris et parue en 1946. La date la plus importante à retenir est 1944 parce que c'est elle qui compte à l'examen régional. Voilà, maintenant, nous allons situer le texte. Alors, où se situe cette scène dans l'œuvre? Bien sûr, on est ici dans le début. Et le début d'une pièce où les premières scènes sont dites d'exposition. Donc, la scène Antigone et la nourrice fait partie des scènes d'exposition. Alors, les scènes d'exposition comptent en fait 6 scènes qui sont les suivantes. Alors, on a Antigone la nourrice, la scène que l'on est en train d'analyser. La scène Antigone la nourrice et Ismène. La scène Antigone et Ismène. Et puis encore Antigone la nourrice. Antigone et Aimant, pour la première fois, on voit Aimant dans la 5e scène. Et finalement, Antigone et Ismène. Alors, ces 6 scènes font partie de ce qu'on appelle les scènes d'exposition. Maintenant, nous allons situer le passage par rapport aux événements. Donc, pour situer la scène par rapport aux événements, que pourrait-on dire? Alors, en fait, rappelez-vous que la scène se situe juste après le prologue, n'est-ce pas? Alors, le texte du prologue, ou le prologue,
nous a décrit et présenté les personnages, commençant par le plus important, Antigone, Ismène, Aimon, Créon, la nourrice, Eurydice, et puis le page est le messager et les gardes. La scène suivante, Antigone entre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds. Elle est surprise par la nourrice qui lui demande d'où elle vient. Donc voilà un exemple de situation. Après la disparition du prologue, alors le mot ici disparition vient de la didascalie. Le prologue disparaît, je m'en suis servi. Alors après la disparition du prologue qui a présenté en décrivant les personnages, Antigone rentre à la maison petit matin. Elle s'est promenée dans la campagne selon ses propos. La nourrice la surprend en flagrant délit et cherche à s'enquérir, demander les raisons de son escapade nocturne. Escapade, c'est une fugue nocturne qui s'est passée la nuit. Voilà. Problématique de lecture. Voici les différentes problématiques de lecture auxquelles nous allons répondre dans notre analyse. Alors, dans quelle mesure cette scène se démarque-t-elle de la tragédie antique? Antigone est-elle une comédie déguisée en tragédie? Jusqu'à quel point cette scène est pathétique? Et finalement, qu'est-ce qui fait l'originalité de cette scène? Passons maintenant aux axes de lecture. Alors, premier axe, une tragédie comique. Déjà, on est ici devant une oxymore, la tragédie associée à la comédie, au rire, chose qui paraît un peu quand même, pas un peu, mais trop antithétique. Grand A, le rendez-vous d'amour ou le malentendu. La nourrice questionne inlassablement Antigone sur les raisons de sa sortie nocturne, une sortie inhabituelle. Ces questions trouvent-elles une réponse satisfaisante dans les répliques d'Antigone? Alors, est-ce que la nourrice a pu avoir une réponse à ces questions répétées plus de 4 fois, à sa question d'où viens-tu? Alors, bien évidemment, non. Les répliques se succèdent sans que les questions de la nourrice ne trouvent une réponse satisfaisante chez Antigone. On a l'impression en fait que les deux personnages se parlent séparément, chacun dans un monologue à part qui ne trouve aucun écho chez l'autre. Un monologue, qu'est-ce que c'est que dans le langage du théâtre? C'est le discours d'un personnage seul sur scène. On a l'impression que les deux personnages se parlent en fait séparément, chacun dans un monologue. Voilà. Comment appelle-t-on dans le théâtre une situation de malentendu où l'on parle mais séparément, chacun parle de son côté? Le dialogue se poursuit en effet, mais il semble être un peu décousu. Donc, comment on appelle une situation de malentendu où les personnages se parlent, mais ils se comprennent pas? Ça s'appelle un quiproquo. Voilà. Qu'est-ce que le quiproquo dans le théâtre? Quelle définition peut-on donner au mot quiproquo? Le quiproquo est un malentendu qui résulte du fait qu'on prend une personne pour une autre, un objet pour un autre, une chose pour une autre. Ce procédé très courant au théâtre est souvent utilisé pour des fins
comique. C'est-à-dire que le quiproquo se trouve plutôt dans une comédie et non pas dans une tragédie. Voilà. Donc ça, quand même, ça met la puce à l'oreille. On est dans une tragédie. Que vient faire le quiproquo dans une tragédie? Et nous allons répondre à ça à la fin dans notre synthèse. Sur quel mot porte le quiproquo dans la scène? Bien sûr, vous avez lu la scène, vous ne pouvez pas poursuivre l'analyse sans avoir lu, donc il faudra la lire. Alors ici, bien sûr, on découvre en lisant la scène que le quiproquo porte en fait sur deux mots, à savoir le mot amoureux et rendez-vous. En fait, euh, la nourrice croyait qu'Antigone avait un rendez-vous avec un amoureux, qu'elle était sortie la nuit pour voir son amant. Mais en réalité, Antigone parle du rendez-vous avec son amoureux, en fait. Et son amoureux n'est autre que son frère. Antigone avait-elle réellement un rendez-vous d'amour? On vient de répondre à la question. Non, en fait, Antigone sort en secret la nuit pour aller enterrer la dépouille de son frère. Dépouille signifie cadavre, mais la nourrice, dans toute sa candeur de femme naïve, croyait qu'Antigone était sortie pour retrouver son amant. Seul le spectateur, témoin et complice en même temps, c'est que ce n'est pas une histoire d'amour, mais c'est une histoire de mort plutôt. Cet amant dont on parle dans la scène est bel et bien le frère d'Antigone, Polynice, à qui on a refusé les honneurs funèbres. B. Conversation, une conversation familière. Dans quel niveau de langue s'expriment essentiellement les deux personnages et surtout la nourrice? C'est bien évidemment le langage familier. Donc, les deux personnages s'expriment essentiellement en langage familier. Je cite des exemples de la nourrice et des exemples des répliques d'Antigone. La nourrice fait la folle, fait la folle. Je la connais la chanson. J'ai été fille avant toi, mais c'est quand même un langage familier, pas mauvaise. Non, non, non. Donc toutes ces expressions font partie du langage familier. Le langage familier fait des deux personnages, fait d'Antigone et de la nourrice, plus des personnages de comédie que de tragédie. Parce que, comme vous le savez déjà, dans la tragédie, on parle un langage soutenu. Alors que ici, c'est quand même le langage familier qui saute aux yeux et c'est une chose qui est quand même nouvelle. C'est pas quelque chose d'acceptable déjà dans une tragédie. C'est quelque chose de nouveau. Deuxième axe de lecture, un jeu de contraste ou la tonalité ironique. Comparant le contenu de ces deux répliques. Antigone, dans les champs, c'était tout mouillé et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule sur la route et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pas moi qu'on attendait. Alors j'ai enlevé mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. On compare donc cette réplique avec celle-ci. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit, répondit la nourrice. Alors, qu'est-ce que vous remarquez Antigone parle
d'une manière poétique de la nature. Donc ces évocations sont purement poétiques. Dans les champs, c'était toujours mouillé, cela attendait. Je faisais un bruit énorme toute seule. J'étais gênée parce que ce n'était pas moi qu'on attendait. J'ai glissé dans la campagne. J'ai enlevé pardon mes sandales et je me suis glissée dans la campagne sans qu'ils s'en aperçoivent. Donc c'est quand même un langage poétique par rapport à celui de la nourrice. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au lit. N'oubliez pas le ton autoritaire de la nourrice. Ici, en réalité, on remarque que la nourrice ne semble pas s'intéresser aux évocations poétiques d'Antigone. Elle préfère rester terre à terre et semble raisonner à propos de ce qui est matériel. Le lit, les pieds, par la suite, la chambre, la porte, etc. Donc elle raisonne uniquement à propos de ce qui est matériel. Donc elle préfère rester plate, terre à terre, prosaïque. Lauris juge défavorablement Antigone, relevé deux modalités dépréciatives dans ces répliques. Je vous ai relevé en fait trois. Mauvaise, fanfaronne et hypocrite. Mauvaise, on sait qu'est-ce que c'est. Fanfaronne, non. Qu'est-ce que fanfaronne? Fanfaronne, c'est une personne qui se vante avec exagération. Et hypocrite, c'est une personne qui a de face, de visage. La nourrice, personnage autoritaire, réprimande Antigone à cause de sa mauvaise conduite. Elle est sortie de la nuit avec un amoureux en lui disant: Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Ah, c'est du joli, c'est du propre. De quelle figure de scie s'agit-il? Et quel est son effet? Alors en fait, ce qu'Antigone a fait n'a rien de joli, n'a rien de propre. On est en train de dire le contraire de ce qu'on pense. On appelle l'antiphrase. La nourrice critique le comportement d'Antigone, un comportement indigne de son rang social. En tant que fille d'un roi qui a déjà un fiancé, par la suite, elle va lui dire: aimant, est ton fiancé? Car elle est fiancée. Elle est fiancée et à 4 heures du matin, elle quitte son lit pour aller courir avec un autre. Et qui sort avec un amoureux. Vous voyez, donc c'est une fille, une princesse, c'est quand même, elle appartient à une classe sociale élevée, fille d'un roi, c'est une périphrase, c'est une princesse fiancée et qui sort avec un amoureux. Donc c'est un comportement qui n'a rien de joli, rien de propre. On critique ici la mauvaise conduite d'Antigone. Donc on est dans l'antiphrase. Donc, quelle tonalité se dégage de cette réplique? Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. C'est bien évidemment, on a dit que la nourrice critique la mauvaise conduite d'Antigone, une princesse fiancée qui sort la nuit avec un amoureux. C'est bien évidemment la tonalité ironique. Voilà. L'importance de la scène. Donc, où réside l'importance de la scène? C'est ce que nous allons voir dans ce troisième axe. Antigone est une fille romantique et d'une grande sensibilité poétique. Elle dit: Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Quelle est la tonalité de cette phrase? Plutôt de ces deux phrases.
Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Donc c'est un jeu qui s'émerveille devant la beauté de la nature. Je l'ai surpris, nourrice. C'est beau un jardin. Donc c'est un jeu qui chante la beauté de la nature. Un jeu heureux dans la nature. C'est c'est la tonalité. Donc le jeu expressant des sentiments de joie dans la nature, c'est bien évidemment les caractéristiques de la tonalité lyrique. Voilà, c'est la tonalité lyrique. Figure de cils. Identifiez les figures de cils suivantes. Première figure de cils. Maintenant, tu ne peux pas savoir. Tout est déjà rose, jaune, vert. Tout est déjà rose, jaune, vert. On est en train d'énumérer les couleurs ici. On est dans ce que l'on appelle l'énumération. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourrice. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Le jardin qui dort, qui ne pense pas. C'est une personnification. C'est devenu une carte postale. Donc on a comparé le paysage à une carte postale. Bien sûr, sans moyen de comparaison, on est, donc vous l'avez deviné bien évidemment, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Quelle autre tonalité émerge de temps à autre des répliques d'Antigone? Je cite des extraits des répliques d'Antigone. Non, nourrice, ne pleure plus. Garde tes larmes, garde tes larmes. Quand tu pleures comme cela, je redeviens petite. Là, on est quand même, on a pitié quand même d'Antigone, la pauvre. Elle souffre à l'intérieur parce qu'elle a fait souffrir. Elle sent qu'elle a fait souffrir la nourrice, donc elle souffre à son tour. Donc c'est la tonalité, donc c'est la souffrance, les points, donc le champ lexical de la souffrance, pleurs, larmes, pleurer, etc. Et les points d'exclamation, on est dans la tonalité pathétique. Où réside l'importance de cette scène? Donc l'importance de la scène réside dans le fait que Jean à nuit a introduit beaucoup d'éléments, moult éléments, ou beaucoup d'éléments visant un seul et unique objectif, c'est de moderniser la pièce et de la rapprocher à ses contemporains. De ces éléments, on cite notamment les anachronismes et la démythification de l'héroïne. Ça veut dire démythifier, ça veut dire lui ôter son caractère sacré. Ôter au personnage principal son caractère sacré, le désacraliser. Voilà. Que signifie le mot anachronisme? Là, on est devant un mot, entre guillemets, barbare. On ne connaît pas vraiment ce que ça veut dire, mais nous allons le savoir tout de suite. Alors, l'anachronisme, c'est le fait d'attribuer à une époque ce qui appartient à une autre. Il s'agit en réalité des choses qui sont propres au XXe siècle que Jean Anouilh a placées dans un contexte antique. Je vais vous relever déjà, je l'ai fait déjà, j'ai relevé deux anachronismes pour que vous puissiez bien appréhender la notion d'anachronisme. Nous allons expliquer tout de suite cela avec les en images et en couleurs, une carte postale et du rouge aux lèvres.
Donc voici un exemple ou une image de carte postale et une autre du rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres comme ça, c'est quand même quelque chose de moderne. Et la carte postale, euh, en fait, ça a été découvert avec les frères Lumière qui ont inventé la photographie, le cinéma vers la fin du 19e siècle. Donc, fin 19e siècle, 20e siècle, c'est quand même des choses qui sont propres au 20e siècle, mais que Jean a nuit à placer dans un contexte antique. Voilà, l'histoire d'Antigone ça nous vient de l'Antiquité et placer de telles choses dans une histoire antique, ça fait partie, ou ça s'appelle, ou ces choses-là dans l'histoire s'appellent des anachronismes. Passons maintenant à la démythification de l'héroïne. Alors, de par ses évasions dans le monde du beau et du rêve, ses réactions presque puériles enfantines, de par sa tendresse aussi, Antigone se distingue nettement de l'héroïne de la tragédie antique, souvent grave, farouche, indomptable. Donc, Antigone, là, on est. euh, euh, donc, il y a quand même une différence entre le héros de la tragédie antique ou classique avec celui de la tragédie moderne. Alors, le héros dans la tragédie classique, c'est quand même un personnage qui a quand même un personnage qui a de l'ampleur, qui est plutôt indomptable, farouche, qui agit avec détermination, qui, on va dire, fort, qui affronte les choses avec une impassibilité. Mais là, Antigone, elle en sent quand même qu'elle agit avec quand même une sorte de souplesse, quoi. Donc elle est plutôt souple, tendre, rêveuse, etc. Donc notre séance touche à sa fin. Nous allons récapituler sous forme d'une synthèse ce qu'on avait vu d'une manière très très sommaire. Alors imaginez que l'on est en 1944, ce public qui vient assister pour la première fois à cette tragédie aurait a fortiori un choc indicible, incroyable, habitué aux tragédies antiques et classiques écrites en alexandrin, dans un langage soutenu, où les personnages sont indomptables, on ne peut plus grave, farouche, le public serait bel et bien interloqué, sidéré devant cette pièce qui aurait l'effet d'une bombe. D'un côté le langage familier, d'un autre les anachronismes, le quiproquo, une héroïne tragique démythifiée, du comique dans le tragique, dans la tragédie, le public serait déconcerté, dérouté. Lui qui avait des repères bien définis, qui balisait ses connaissances et acquis. Or, Jean à nuit le voulait en réalité. Hein. En réécrivant Antigone, le dramaturge avait l'intention de la moderniser afin de la rapprocher à ses contemporains. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous très prochainement et au revoir. Alors là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux vous répondre à n'importe quel moment. Ben, au revoir.